Bonjour Kim, Bonjour. on s'est déjà rencontrés il y a presque un an Déjà, hein? Ouais. et vous m'avez écrit ça, donc est-ce que je pourrais vous demander de lire ce que vous avez écrit pour vous rafraîchir la mémoire? Ah, à Maxence, conversation à poursuivre. Donc, nous sommes à notre deuxième essai. Non, pas essai, mais la première fois, c'était un peu court. Donc, là, on a un peu plus de temps. On a eu la fin de l'aventure de rue qui s'est terminée, je crois, le 5 juin avec une dernière projection en présence de l'équipe. Vous êtes allé en France au Salon du Livre, vous avez fait des projections pas mal À partout. Lisbonne, à Madrid, et j'étais invitée aussi à un festival littéraire à Dublin, à euh, Londres. Enfin, je suis incapable de tous les nommer. Je dirais que ce n'est pas une année particulière. Je vous dirais, ça fait peut-être 45 ans que je fais la fête. Tous les jours, tous les ans. Depuis que je suis arrivée au Québec, c'est euh, une fête après une autre. Ça ne finit pas. Donc, une vague qui arrive pas après une autre, mais par-dessus l'autre. Et donc, j'ai l'impression que, ouais, je suis dans la fête depuis 45 ans, depuis que je suis arrivée ici. Et ça n'arrête pas. Peu importe le métier que je fais, c'est toujours riche. J'en retire énormément, je reçois énormément et j'essaie de redonner le plus que je peux. Mais voilà, j'ai l'impression que je n'ai fait que fêter depuis 45 ans. Aujourd'hui, je suis en pleine écriture. Donc, j'ai trois, en fait, trois textes ou trois écritures à faire d'ici la fin de l'été. Donc, c'est beaucoup. Mais c'est un autre genre de travail. Autant pendant l'année, c'est physique, je vous dirais. Il faut une endurance physique carrément, presque athlétique. Et là, c'est une endurance mentale et une endurance dans les doigts pour que je puisse... Non, j'ai pas besoin de taper très rapidement parce que les doigts vont toujours plus vite que les neurones. Donc, il faut réfléchir un peu avant d'écrire. Et je vous dirais, donc, ça va être une discipline mentale ou intellectuelle. Je ne sais pas, je rêve jamais à une adaptation cinématographique parce que je ne sais pas comment on fait un film. Même après Rue, hein, je ne sais toujours pas. Donc, il faut que je m'appuie sur les autres. S'il y a un cinéaste qui soit intéressé par un des livres, bah, ça serait une nouvelle aventure. Et puis, de voir des mots se transformer en images, c'est toujours un cadeau incroyable. Parce que quand j'écris, j'ai déjà des images, j'ai déjà un film en tête. Mais après ça, de voir les images dans la tête de quelqu'un d'autre, hein, j'ai eu la chance de rencontrer, non, à un des rendez-vous d'optométriste, elle m'a dit, écoute, tu ne peux pas voir ce que les autres voient. Tu ne peux voir la vie qu'à travers tes propres yeux, les images et tout ça. C'est pour ça que tu ne sais pas que... Moi, je ne savais pas que j'avais un problème de yeux, vous voyez, jusqu'au jour où on me teste en comparaison avec d'autres yeux. Et donc, pour moi, le cinéma, c'est ça. J'avais déjà un film dans ma tête et maintenant, j'ai la chance de voir les images dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est extraordinaire. Je vous dirais que parce que j'ai un fils autiste non-verbal, et donc je n'ai pas d'autre choix que de me concentrer. Je vous dirais, je me concentre beaucoup sur ses sens pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir le suivre. Et donc, tous mes sens sont toujours euh, en alerte, je vous dirais, pour pouvoir lire mon fils. Et c'est plutôt mon fils qui m'a changé, je vous dirais. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pendant que j'écris, mes sens sont également éveillés. Ce n'est pas seulement le mental, vous voyez, je le sens sur ma peau quand je l'écris. Et quand je décris, par exemple, ce soldat qui a pris le corps d'un bébé et qu'au bout de ses doigts, il sentait les os cassés et il disait c'est comme s'il tenait un sac de billes. Ben, je le sentais au bout de mes doigts parce que j'ai eu cet entraînement avec mon fils. Et donc, oui, peu importe la page qu'on va rouvrir de M, je vais ressentir. J'ai l'impression même que j'ai l'odorat hein, de toutes ces bombes qui brûlent du riz.
de l'incendie des forêts avec le napalm et tout ça. J'ai l'impression que je sens, alors que j'ai jamais senti le napalm de près, vous voyez. Mais en décrivant avec les autres sens, parfois, je crois que les autres sens peuvent nous donner la possibilité d'aller chercher le sens qui n'est pas présent, qui est l'odorat dans ces cas-ci. Et donc, oui, je sens mes livres. C'est sensoriel. Ce n'est pas sensuel comme tel, mais je suis certaine que mon écriture est sensorielle et quand je l'écris, je ressens les sens. Et l'image qui me reste le plus de M, c'est cette sensation que mes poumons étaient remplis d'eau. Parce que je pleurais tellement pendant la nuit, après avoir vu les documentaires, écouté les témoignages et tout ça, j'allais me coucher avec tous ces pleurs, toutes ces larmes dans les poumons. Donc, je me réveillais toujours avec cette impression d'avoir été noyée, d'avoir été submergée d'eau. Vous voyez, que j'étais dans l'eau, que j'étais noyée pendant la nuit. Et donc, oui, cette sensation-là reste encore aujourd'hui par moment. Quand je repense à des témoignages que j'ai entendus, oui, cette sensation du poumon rempli d'eau me revient parfois. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de lecteurs et de lectrices et maintenant de cinéphiles en plus pour Rue, qui sont venus voir Rue. Et je vous dirais, je suis toujours surprise que ce livre-là, qui parle d'une petite histoire vietnamienne de façon très spécifique, hein, d'une petite fille, puisse être lu par d'autres comme étant aussi leur histoire. Et justement, à Lisbonne, il y avait une femme, ancienne réfugiée syrienne en Turquie pendant 3 ans avant d'arriver au Portugal. Et elle a pris la parole avec, en larmes, parce qu'elle disait que finalement, elle comprend. Elle se comprend, elle, et pas seulement ça, qu'elle se donnait le droit de choisir le Portugal comme étant son pays. Et elle a pris, comme on dit en anglais, le ownership, le droit de dire j'ai le droit d'adopter un pays et non pas attendre à ce que le pays m'adopte, vous voyez. Et donc, c'est grâce au film. J'avais jamais, je ne savais pas que le film pouvait provoquer ce genre de sentiment. Et pourtant, oui. Et puis, il y a une autre fille qui était moldave et qui m'a dit « Ah, votre film m'a fait voir qui j'étais, qui je suis pour la première fois, parce qu'elle ne s'était jamais vue. Elle a essayé d'écarter complètement ses origines moldaves. Et là, soudainement, elle dit « Je suis devenue entière. » Parce qu'elle se permettait d'être aussi moldave et non pas seulement portugaise, par exemple. Et je vous donne 2 exemples à Lisbonne, mais c'était la même chose à Madrid, c'était la même chose ailleurs dans le monde. Et donc ça, c'était des cinéphiles, mais j'avais la même expérience avec les lecteurs, tout à fait. En fait, je ne ressens jamais le besoin de garder des traces. Parce qu'on a appris très rapidement à exister seulement avec ce qu'on a à l'intérieur, n'est-ce pas? Que tout ce qui est autour de nous peut disparaître à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, je vous dirais, je réalise que pour la prochaine génération qui n'ont pas vécu ces souvenirs, ont besoin d'un objet pour pouvoir comprendre, pour pouvoir être interpellés, pour avoir un lien avec l'histoire vécue par les autres. Et donc, je vous dirais que j'essaie de transmettre ces objets à la prochaine génération, mais personnellement, j'ai pas besoin parce que je les ai vécus. Ces objets font partie de moi, ces photos font partie de moi. Ceci dit, c'est important pour la prochaine génération qui vont voir l'histoire ou qui vont apprendre sur l'histoire seulement de façon intellectuelle. Et dans ce cas-là, on a besoin d'un objet juste pour provoquer un côté sensoriel, pour que l'histoire rentre
dans la peau ou par la peau et non pas seulement par la tête, je vous dirais. Mes tantes, mes tantes sont plus que heureuses hein, de laisser une trace, justement. Ce n'est pas seulement la trace d'une recette ou d'un plat, mais je vous dirais de transmettre un souvenir. Parce que je décris toujours d'où vient ce plat ou pourquoi on parle de ce plat et pourquoi on parle d'elle. Et la raison pour laquelle le titre du livre, c'est Le secret des Vietnamiennes et non pas les recettes secrètes des Vietnamiennes, n'est-ce pas? Parce que c'est un prétexte de parler de recettes. Ce ne sont pas les recettes, ce sont des moments que je transfère. Et donc, et des angles ou sinon le portrait de mes tantes, mais seulement à partir d'une histoire, d'un petit angle, de rien du tout, mais qui révèle qui elles sont. Et donc, non, mes tantes, ouais, elles aimeraient bien hein, que j'en fasse un autre. Je vous dirais, il n'y aurait pas de rue s'il n'y avait pas des vies avant. Et parce que c'est l'histoire de de mon parcours, en fait, qui fait en sorte que rue puisse exister. Et donc, je suis très fière et je dis toujours aux jeunes, j'ai dit, l'emploi qui m'a le plus enseigné pour l'écriture, c'est le service aux tables en tant que serveuse. Parce que c'est là où vous voyez les gens dans leur nature humaine presque la plus pure. Parce que ceux qui arrivent à la table, soit ils ont faim, ils sont énervés, ils sont stressés, ou ils sont en train de draguer, ou bon, tout est sur la table, en fait. Donc, quand on fait le service aux tables, on doit apprendre très rapidement qui est le client pour décider déjà le rythme. Hein. Quand vous voyez que, ouf, il y a une dispute, les gens veulent quitter rapidement, ben, vous sortez les plats plus rapidement. Et quand vous voyez que, les deux préfèrent prendre du temps, ben, vous y allez plus lentement. Donc, c'est le service, la serveuse que j'étais qui décidait du rythme du repas. Est-ce que c'est en 1 heure ou en 2 heures? Est-ce que c'est avec discrétion ou est-ce que je dois être là pour la conversation? Et je dois tenir conversation pour qui, avec qui, autour de la table, vous voyez? Et dans une famille, on voit tout de suite la relation entre, je ne sais pas, les parents et les enfants, les grands-parents avec les petits-enfants. Vous voyez tout de suite. Et donc, on apprend énormément sur l'humain. Donc, si vous voulez, mon Dieu, mais tous les métiers. Et donc, je garde énormément de ce que j'ai vécu ou j'ai eu la chance de faire avant Rue. Et oui, Rue continue parce que la vie continue. Donc, j'apprends énormément en rencontrant les lecteurs, les lectrices, en voyageant d'un pays à un autre. Donc, j'apprends sur la culture, j'apprends sur la manière de fonctionner d'une société à une autre, d'un journaliste à un autre. Et donc, j'apprends énormément, mais autre chose et autrement. Et donc, non, la vie continue. On apprend tout le temps et on ne perd jamais ce qu'on a appris. C'est une échelle. Hein. Les premières marches étaient nécessaires pour arriver à la deuxième et à la troisième. Et pour moi, je garde tout. Je garde tout. Je veux rien. Je veux rien perdre. Je peux pas perdre. Ça fait partie de moi. C'est la fondation d'une tour qu'on construit. Et donc, si on enlève la fondation, tout tombe. J'aime tellement cette période d'enfance, même si elle était compliquée, elle était pas compliquée, mais elle était complexe, dans un contexte complexe. J'aime tellement que quand je retourne au Vietnam, je ne veux pas visiter les anciennes maisons de mes grands-parents parce que je ne veux pas défaire le souvenir que j'ai de mon enfance. Je veux pas défaire la maison que j'ai encore en tête, parce qu'aujourd'hui, évidemment, 45 ans plus tard, la maison a changé, les gens qui y habitent ont changé, tout a changé en fait, même la ville autour. Donc je n'ai jamais le goût de retourner en arrière. Je n'ai pas cette nostalgie parce que je garde tout avec moi, que ce soit heureux, moins heureux, plus complexe ou moins complexe. C'est ça, c'est cette vie-là que j'ai reçue. Alors pourquoi la renier, vous voyez? Donc j'embrasse tous ces souvenirs et j'essaie de m'en souvenir le plus possible en fait.
Je vous dirais que les Vietnamiens, en général, ont un amour pour la nourriture parce qu'on ne sait pas comment verbaliser nos émotions. Donc, notre affection est toujours démontrée, ou sinon, on doit manifester notre affection à travers la nourriture. Ce que mes parents m'ont transmis, c'est oui, l'amour ou le respect, je vous dirais, du travail derrière chaque plat qu'on reçoit, mais aussi l'art de la conversation, ou sinon la curiosité autour de la table. Quand on mange ensemble, ce n'est pas, voilà, pour manger, c'est vraiment pour échanger, pour apprendre les uns des autres, pour prendre des nouvelles certainement, mais aussi recevoir des conseils. Donc, quand on mange ensemble tous les dimanches avec mes frères, avec mes parents, avec mes enfants, ben, c'est le moment pour nous d'entendre mon fils parler, je ne sais pas, n'importe quoi, d'un ami ou d'une amie, et tout le monde, on a un commentaire sur même son repas au restaurant à tel moment ou tel autre moment, ou sa sortie en vélo. Et à l'inverse, c'est vrai aussi pour mes frères qui racontent, je ne sais pas, un tournoi quelconque. Ben, nous aussi, on a une opinion, ouais, mais la prochaine fois, tu devrais apporter, je sais pas, la gourde avec toi au lieu de prendre de l'eau parce que en fait, tu peux jamais faire confiance à une bouteille d'eau. Tu crois que oui, mais pas toujours dans certains pays. Ce n'est pas le cas, par exemple. Et on partage nos histoires, on partage nos expériences de vie. Mes parents m'ont surtout transmis l'art le plaisir de la conversation, des échanges et voilà, autour de la table. Ça, et j'essaie de le recréer tout le temps. Et c'est pour ça qu'on a pensé à créer la table de Kim. La productrice de contenu, Ève Desiel, a été invitée plusieurs fois à la maison avec ses tables remplies de gens à discuter sur n'importe quel sujet. Alors elle dit, bon, alors pourquoi on ne partagerait pas ça avec le public? Et je vous dirais, j'ai reçu cette façon de faire, ou sinon, ouais, l'amour pour la conversation autour de la table de mes parents, tout à fait. Je suis une cinéphile. Quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je réservais toujours le mardi libre pour pouvoir aller voir des films. Parce que le mardi, les billets étaient à 50%. Et donc, étant étudiante et tout ça, ça me permettait de voir plusieurs films. Donc, tous les mardis, je voyais au moins 3 films. Et j'y allais seule. Je ne voulais pas être accompagnée. Je ne voulais pas discuter avec personne sur le choix de mes films. Et pas seulement ça, je ne veux pas porter non plus le poids du choix. Hein? Il faut que je demande à l'ami, est-ce que tu as aimé le film, tu n'as pas aimé le film? Et puis, ça me dérange énormément. Donc, pour moi, le cinéma est un moment d'intimité égoïste que je m'offre. Et donc, le meilleur Noël, je me souviens, j'avais 48 heures seule à la maison et j'ai vu, je ne sais pas, au moins 6 ou 8 films. Ouais. J'enchaînais, en fait, un film après l'autre. Je suis une folle de cinéma. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps, donc je peux rarement faire 3 films en même temps, mais 2, c'est encore possible, vous voyez. Je ne sais pas, je crois que le cinéma nous permet de voyager sans voyager, de rentrer dans des univers. Quand est-ce qu'on a la chance de voir l'intérieur des appartements, des maisons, des restaurants, des cuisines et tout, alors que dès que vous allez voilà, au cinéma, vous rentrez dans l'intimité de tous ces univers-là et d'en apprendre énormément. Je sais, c'est du cinéma, c'est placé et tout, mais c'est placé, quand c'est un bon film, c'est bien placé parce que on a l'impression que la personne habite réellement dans ce lieu-là. Et j'ai eu la chance de parler avec Patrice Vermette, le directeur artistique de Denis Villeneuve. C'est un ami, en fait. Et il m'a dit, quand sur un plateau, les tiroirs ne seront jamais vides sur ces plateaux à lui. Parce qu'il a besoin
que l'acteur ou l'actrice qui ouvre le tiroir d'une cuisine voit réellement les épices à l'intérieur, hein, qui sont vraiment dans une cuisine. Et dans un sac, ben, il y a réellement, les objets qui doivent se trouver dans un sac. Et ça, j'ai toujours remarqué, et ça m'a toujours énervé, que quand on voit dans les mauvais films, les sacs sont toujours trop légers. Donc, on gonfle le sac avec peut-être du papier bulle ou je ne sais pas trop, mais on voit. Et l'acteur oublie que la valise qui traîne ou qui soulève doit être lourde. Et on le voit dans le geste. Et je ne sais pas, je trouve que les directeurs artistiques parfois oublient que c'est important de vraiment mettre des choses différentes dans un sac. Le sac jamais un sac ne contient que des livres, un sac à main d'une femme surtout. Il y a 1000 trucs là-dedans, des tubes, des livres, des carnets, des crayons, des rouges à lèvres, bon, un ordi, peu importe, mais ça ne peut jamais juste un objet. Et ça, on le voit au cinéma quand c'est mal fait. Et ça m'énerve chaque fois. Vous voyez, je suis une cinéphile complètement dingue. Je peux pas en parler tout à fait parce que je ne sais pas si je vais être capable réellement de relever ce défi. Je me lance un défi. C'est vertigineux parce que c'est une nouvelle discipline. C'est complètement... c'est très loin de ce que je connais. Mais je suis très bien entourée. Tout le monde sait que je ne sais pas. Et donc, on me soutient. On me propose. En fait, c'est parce qu'on me propose. Et j'ai dit, mais je connais rien. Et on m'a dit, mais c'est pas grave, on est là. On te soutient. Donc, je suis très, très bien entourée. Mais est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Est-ce que ce que je fais sera assez bon? Je ne sais pas. Mais peut-être dans 3 mois, je vous dirai, on va avoir le résultat. Si tout va bien. Mais oui, on me tient pas seulement par la main, mais par les mains, la main gauche, la main droite, les pieds, les cheveux, les oreilles. Bon, enfin, on me tient de partout pour que je puisse y arriver. Mais donc, vous savez, il faut faire confiance. Quand les autres croient qu'on est capable, tout le travail que j'ai à faire, c'est mettre l'effort nécessaire. Autrement, je fais confiance. Je fais confiance. Si eux, ils croient que je devrais essayer, j'essaie. C'est bien mystérieux en tout cas, mais on suivra votre actualité de près. Oui, c'est vertigineux un peu. Merci beaucoup, Kim. Merci, merci.